J'ouvre à peine la paupière que déjà la bête fumante me fait de l'œil. Le volcan Sakurajima, l'un des plus actifs du Japon, est mon voisin de chambre. Une presqu'île à 5 km de l'hôtel. Beau, mais pas forcément rassurant. Dans les rues de Kagoshima, le volcan règne en maître. Un peu partout, sa silhouette se profile. Les masques ici, ce n'est pas pour la grippe, mais pour éviter les cendres volcaniques qui vous craquent sous la dent. Au Japon, aucune grande ville n'est aussi proche d'un volcan. Ici, 700 000 personnes vivent à l'ombre du Sakurajima sans en avoir l'air. Il est temps d'affronter la bête de près. Un taxi à gants blancs me confie dans les bras d'un ferry. Dans un quart d'heure, j'y serai. Le temps de prendre conseil auprès du capitaine. 20 ans qu'il fait face au monstre. Parfois, il y a des pierres volcaniques qui nous tombent dessus quand il y a une éruption, vous savez. Ça peut aller jusqu'à casser nos pare-brises ou les ardoises du toit. Là, ça fait un peu peur. Mais bon, on a fini par s'habituer. Le capitaine veut me rassurer. Les Japonais seraient les meilleurs en prévention des risques volcaniques. C'est ce qu'on va voir. Je m'attends à un centre digne d'une station spatiale et je tombe sur un jeune homme en pantoufles. Ken est chercheur au centre d'observation du Sakurajima. Et ne vous fiez pas à son allure de salle d'attente, le volcan est l'un des plus surveillés au monde. Ça, ce sont les machines qui répercutent les données des 7 sismographes qui sont sous terre, autour du volcan. Et quand il y a une éruption, la terre tremble et les machines transcrivent tous ces mouvements. Vous êtes un peu le gardien du volcan ? Oh non, enfin, si vous voulez. Enfin, mon but, c'est surtout de garantir la sécurité des habitants ici. Voyez l'aiguille là, c'est le petit tremblement de terre qu'il y a en ce moment. Le 12 janvier 1914, le volcan se réveille après un siècle de sommeil. Une coulée de lave recouvre 1000 maisons, la terre tremble et se fissure, 60 personnes trouvent la mort. En 1943, il gronde à nouveau. Depuis, la lave n'a plus coulé, mais il n'a cessé de cracher des cendres au rythme de 200 éruptions par an. Chaque année, la ville organise un exercice d'évacuation grandeur nature, réglé comme un balai. 3 ferries sont réquisitionnés et les 6000 habitants de l'île y participent. Mais aujourd'hui, le volcan a perdu son principal atout, la surprise. Et Ken veut me montrer comment les chercheurs ont remporté cette victoire. Dehors, il gèle, mais règne ici une atmosphère tropicale. Ça sent la terre et le moisi, le magma est sous nos pieds. Tout au fond, là-bas, il y a un extensomètre qui mesure la dilatation du sol au plus près du volcan. C'est là que bat le cœur du volcan. C'est exactement ça. Ici, on essaie de capter le rythme du cœur du volcan. Juste avant une grosse éruption, c'est un peu comme s'il respirait plus fort, comme s'il se préparait. C'est ces petits mouvements-là que les machines enregistrent au fond. Lorsque le sol se dilate de quelques micromètres, c'est que le volcan va cracher son venin dans les 3 heures. On peut rentrer ? Ah non, désolé, les capteurs sont vraiment trop sensibles. Le volcan a donc ses coquetteries, même s'il continue de cracher ses cendres sur tout ce qui l'entoure. Ce matin, les capteurs du tunnel ont parlé. Ken me prédit une éruption pour les prochaines heures et m'emmène la voir de plus près. Voilà, là on est au point d'observation le plus proche du cratère, à 2 km. Vous voyez juste en face, c'est le cratère Showa. Là il est calme, mais dès qu'il y a une éruption, il y a des débris de roches qui sont projetés à plusieurs kilomètres. C'est dangereux d'aller plus loin. Ici c'est vraiment la dernière limite. Il y a une odeur particulière, non ? Oui, ça c'est à cause du soufre qui sort du cratère. C'est le soufre qui pique le nez et la gorge. Pour en savoir plus, Ken appelle le centre. La bête crache presque sur commande. D'accord, sur le côté droit là, c'est ça ? Allez, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup.
Là, apparemment, le cratère est dilaté, donc il devrait y avoir une éruption bientôt. Je pense que ça pourrait arriver d'ici une demi-heure. Ici, le magma sort sous forme de cendres, mélangées à du gaz. Ah, regardez, regardez là, en voilà une. Elle est arrivée bien plus tôt que je le croyais. C'est vraiment une grosse éruption, celle-là. Hein. On a de la chance alors aujourd'hui. Ah oui, c'est pas tous les jours comme ça, vous savez. C'est rare de pouvoir filmer ça. Hein. Ce cratère-là, qui est en train d'exploser, il est actif seulement depuis 2006. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est pour ça qu'on est vigilant. On le surveille 24 heures sur 24. En suivant son sillage, je pars à la rencontre d'une famille d'agriculteurs. Eux aussi vivent au rythme des caprices du volcan. Bonjour. À chaque éruption, la cendre recouvre leurs mandarines. Aki, Toshikiyo et leur fille habitent à 2 km du cratère. Moi, je le regarde tous les jours, mon volcan. Et quand je demande s'ils ont peur... Mais non, au contraire. On adore ça. Vous savez, il y a 38 ans, on travaillait un peu plus haut dans les champs de radis, on a entendu une explosion et puis il y a eu plein d'éclairs. Les pierres tombaient partout. Mon mari était à quelques mètres et je ne le voyais même plus. C'était comme si c'était la nuit. J'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce que ça sentait le soufre? Alors l'éruption d'aujourd'hui, là, franchement, c'est rien pour moi. Je vous en prie, entrez. Akie m'invite à prendre le thé vert. Les premières minutes, tout le monde est un peu sur une réserve toute japonaise. Puis ils se mettent à parler de leurs fruits, de leurs récoltes, et là je peux plus les arrêter. Servez-vous. Ça, c'est une des spécialités que nous donne la terre du volcan, la mandarine miniature. Goûtez. Je me fais pas vraiment prier. C'est sucré comme de la confiture et parfumé comme une liqueur. Ici, on a la plus petite mandarine du monde et le plus gros radis du monde. Le Sakurajima nous donne 2 records du monde officiels. C'est votre fierté, tout ça? Oui. Je comprends vite qu'il n'est pas question de repartir sans avoir salué les radis. Mais avant d'aller au champ, il faut s'équiper. Ça, ce n'est pas pour se protéger du soleil, vous savez. C'est pour les cendres. Oh, c'est beau, là. Dis donc, il est pas mal, celui-là. 10 kilos la bestiole. Ici, les radis sont des bêtes à concours. C'est grâce aux cendres qui se mélangent à la terre qu'on a ces radis. Et aussi aux petits cailloux volcaniques. Oui, vous voyez ce petit caillou-là? C'est ces cailloux très très légers qui sont importants. Ils contiennent beaucoup d'air et de l'eau. Du coup, même quand il n'y a pas assez de pluie, grâce à ces cailloux, le radis continue à grossir. Cette année, le problème, c'est que l'illustre voisin fume tellement que la cendre finit par étouffer les radis. À l'ombre du volcan, la menace ne s'efface jamais complètement. Le deuxième jour, je ne sais plus trop qui de la cendre ou de la brume a envahi l'atmosphère. Le volcan a craché toute la nuit, le ciel aussi. Sur l'île, le casque fait partie de l'uniforme des écoliers. On n'est jamais à l'abri d'une pierre volcanique. Dans toutes les rues, c'est le même rituel. On profite de la pluie pour débarrasser l'île de son maquillage de cendres.
Chez nous, même si on ferme les portes, il y a toujours de la cendre qui rentre, partout, même sur la table. Je me suis même fait gronder par mon mari ce matin parce qu'il restait de la poussière. La mairie recommande de nettoyer les toitures 2 fois par semaine, au risque de voir la maison s'effondrer un jour sous le poids des cendres. On doit mettre la cendre dans un sac donné par la mairie, on le ferme et ensuite on le dépose dans un endroit spécial. Et après, le camion de ramassage passe pour récupérer tous les sacs. 10 à 30 millions de tonnes de cendres sont émises chaque année par le volcan, perturbant à peu près tout, des lignes téléphoniques à la circulation aérienne. Au fond du jardin d'Aki et Toshikiyo, une petite maison abrite les kami, les dieux qui animent la nature. Chaque matin, ils viennent saluer la source d'eau, l'arbre et Sa Majesté le volcan. Tu mets le riz à droite? Le volcan, pour vous, c'est quelque chose de vivant? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, ces explosions nous le rappellent tous les jours. C'est mon destin de prier le dieu volcan. Et si mes prières peuvent servir à réduire le nombre d'éruptions, à limiter les dégâts, les pluies de cendres sur nos maisons, les projectiles, alors je suis comblé. Toshikiyo fait bien de s'attirer les bonnes grâces du volcan. Un peu plus loin sur l'île, je croise un quart de touristes en pleine visite. Thématique, le danger. Je décide de me mêler au petit groupe. Les cendres, les débris, voilà maintenant les avalanches de boue. Encore un danger que je ne soupçonnais pas. Quand il pleut beaucoup, tous ces cailloux, ces rochers volcaniques accumulés ici glissent jusqu'en bas de l'île. C'est pour éviter des coulées de boue trop violentes qu'on a construit ce système de barrage en escalier qu'on appelle sabot. C'est ça le plus important, la construction en escalier. Imaginez, sinon sans les escaliers, ça va aussi vite que sur un toboggan. Bien plus que les éruptions, la coulée de boue est le grand danger à Sakurajima. La roche volcanique est imperméable à la pluie. Et à la moindre averse, elle entraîne les débris sur son passage et crée des avalanches qui déferlent à plus de 70 km/h. Longtemps, les maisons étaient emportées et les dégâts énormes. Depuis 30 ans, ces barrages ralentissent et dérivent ces raz-de-marée boueux, loin des villages. Aujourd'hui, la cohabitation avec le volcan est apaisée. Je quitte le Sakurajima pour partir à la découverte du mont Aso, à 3 heures de route. La famille d'agriculteurs me l'a répété, je ne peux pas repartir sans avoir vu le plus célèbre des volcans japonais. Une quinzaine de pics, dont un cratère actif, entoure une immense plaine. Le mont Aso est le plus grand cirque volcanique au monde. Arrivé à ses pieds, je comprends qu'il s'agit d'une personnalité. Apparemment, ici non plus, on n'échappe pas à la vendeuse coriace sur le bord de la route. Le soufre, c'est pas compliqué, ça sert à tout. Ça, vous pouvez le mettre dans le bain. Ça sert aussi à repousser les fourmis, les limaces, les mille-pattes et les taupes. Vous en prenez une quantité égale à un œuf et vous l'enfoncez dans le trou de la taupe avec du charbon. Tout le monde m'achète ça. Moi, je suis née ici et je vis ici depuis 78 ans. Mon mari est mort quand j'étais jeune. J'avais 33 ans. Depuis, j'ai toujours travaillé près du cratère, et encore aujourd'hui. Travailler ici, moi, ça m'évite de vieillir trop vite. J'ai quand même 78 ans, vous savez. D'après la petite dame, le soufre serait un remède miracle et le volcan une source de jouvence. 3 kilomètres plus haut, pourtant, je tombe sur une affiche pas bien rassurante. L'entrée du cratère est interdite aux cardiaques, aux asthmatiques et aux santé fragiles.
le célèbre fond émeraude du cratère, teinté par le soufre, se laisse difficilement entrevoir. Aujourd'hui, le maître des volcans fume un peu trop. La visite se passe sous surveillance. La fumée ici contient beaucoup de gaz et selon la direction du vent, ça peut vite monter jusqu'ici. Voyez là, on a une pompe qui absorbe le gaz et l'achemine jusqu'à une machine qui analyse les taux là-bas. Si ça dépasse un certain seuil, alors on doit fermer. Mais tant que les alarmes ne se déclenchent pas, il n'y a pas trop de risques. 2 minutes plus tard, Monsieur Staff nous explique qu'on ferait mieux de se dépêcher de filmer avant que le site ne soit évacué. Le temps de croiser quelques touristes enthousiastes. Moi, je vais en profiter pour faire un vœu auprès de Jizo. C'est une divinité du volcan? En fait, j'en sais rien, mais je vais faire un vœu quand même. Voilà, j'ai fait le vœu d'être heureuse. Et aussi de rencontrer un gentil amoureux. S'il te plaît, Jizo. Ça y est, les haut-parleurs s'y mettent pour exiger notre départ. Trop de gaz. Le cratère sera inaccessible pour la journée. Je fuis le nuage hostile à la recherche d'un recoin volcanique plus engageant. On m'a beaucoup parlé des onsen, les sources chaudes issues du volcan. Je repère un coin de paradis niché en pleine nature. Ici, l'eau volcanique arrive à 95 degrés, gorgée de minéraux. Mélangée à l'eau de la rivière, le bain atteint 43 degrés. Pourquoi c'est plus qu'un bain chaud? Par rapport au bain normal, ici on sent que la matière est différente. L'eau est plus visqueuse, plus épaisse, elle est plus grasse sur la peau. À la maison, le bain, c'est étroit, c'est fermé. Ici, on respire, on se sent libre. On se détend dans l'eau chaude. Et puis, on est entouré par la nature. J'hésite encore à m'y plonger. Dehors, il fait tout de même 6 degrés. La différence de température entre l'eau et l'air, c'est ça qui est agréable. La sensation de chaud et de froid, c'est ça qu'on aime dans le onsen. Et si en plus il neige, alors là, c'est encore mieux. On me confie que les sources chaudes font rajeunir. Alors je tente. Les volcans n'ont pas fini de me livrer leurs secrets.